Nous sommes le jeudi 2 avril. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi matin, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition dans la une. Est-ce que vous avez suivi hier soir le décollage de cette fusée? C'était vraiment des images impressionnantes, des moments quand même très touchants, très marquants que de regarder donc ces humains, cette équipe s'envoler comme ça vers la Lune et ça retient l'attention partout ce matin. Les dernières nouvelles, parce qu'évidemment, vous pouvez suivre ça en temps réel sur le site Internet de la NASA. Il y a même des images en direct de la capsule. Dernière nouvelle, donc, de ce qui se passe dans la capsule Orion au moment où on se parle. Problème de toilette. Donc, il y a eu certains pépins et puis l'équipe au sol et l'équipe dans la capsule a réussi à régler le problème. Là, ce sont les dernières nouvelles. Alors, comme quoi, même dans une mission, une telle mission, un problème aussi de base qu'un problème de toilette peut causer des pépins à la mission. Mais là, tout est réglé, nous dit la NASA. Si ça vous intéresse, en allant sur le site ce matin, vous pourrez suivre ça en temps réel. On va y revenir parce que ça fait vraiment la une de tous les médias ce matin. Et puis, on va se parler ensemble de ce qui s'est passé en soirée un peu plus tard après le lancement de cette fusée. Discours de Donald Trump à la nation sur la situation au Moyen-Orient. Si vous avez manqué ça, Karine Matheux va nous résumer ce que le président américain avait à dire. L'équipe est avec moi autour de la table. Julie-Jasmine Boudreau aux actualités culturelles, Olivier Pellerin au sport et Véronique Méran à la météo. Bonjour à vous trois. Bonjour. On va revenir ensemble plus tard à l'émission à votre chronique culturelle, Julie-Jasmine, sur le décès de Louis Saya, un grand comique. Ah oui. Vraiment quelqu'un qui a influencé le milieu du drôle. Mais absolument. Au Québec, que ce soit sur scène ou encore dans les films. On a appris son décès hier matin. Oui, j'ai jasé hier avec le comédien Martin Héroux. Louis Saya l'a dirigé sur la pièce Symphorien. J'ai jasé un peu avec Stéphane Laporte aussi parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, comment lui rendre hommage. Alors, j'ai envie de vous partager ça tout à l'heure parce que, bon, évidemment, 75 ans, il nous a quittés, mais l'idée d'avoir ces comédies populaires qui sont rentrées dans les foyers des gens, dont les répliques sont, ma foi, tellement célèbres. Faut pas passer à quoi. Qui n'a pas déjà utilisé la dureté du mental? Ouais. Du film Les Boys, je veux dire, réalisé par Louis Saya. Exact. On va y revenir plus tard à l'émission. Allons-y avec une tournée des prévisions de la météo. Véronique, elle se cache le visage. J'ai failli m'en retourner ce matin. C'est rien de personnel, mais je m'attends même plus à des bonnes nouvelles. Mais non, Mathieu n'a plus d'attente. Ce sera l'homme le moins déçu de la planète. Donc, de la pluie et du froid pour 4 jours, c'est ça? Ouais, de la pluie et du chaud en premier. Okay. Et ensuite, du maussade et du pas trop chaud. Alors, voilà votre résumé du long congé. Hein? C'est un peu ça. Mais bon, ce matin, quelques éclaircies, un petit peu de soleil ce matin, on le prend. Ça s'ennuage par la suite. Puis le système rapplique ce soir, donc avec des précipitations sous forme de pluie pour les régions plus au sud, mais sous forme de neige, grésil, verglas et beaucoup de neige encore pour les régions plus au nord et à l'est. Alors aujourd'hui, sud du Québec, 8 à 10 degrés, des vents qui sont quand même assez modérés. La nuit prochaine, on demeurera au-dessus de zéro, très près du point de congélation à partir de Québec, les Hautes-Laurentides. Donc oui, la pluie pourrait être verglaçante là, au cours de la soirée de la nuit prochaine. Demain, vendredi, tous ces secteurs-là, Montréal, l'Estrie, Laurentides, Lanaudière, Québec, secteur de l'Outaouais, ça se poursuivra en pluie. Il y aura quand même 15-20 mm par endroit, un petit peu plus. Là. On a émis certains avertissements avec des vents du sud et des températures qui vont s'emballer. On va frôler la barre des 20 degrés sur le sud du Québec demain. Donc, 15 à 18, là, ce sont les températures anticipées. L'air chaud ne se rendra pas à Québec et plus à l'est. Donc, Québec, un maximum de 5. Ça changera en pluie. Mais dès qu'on est un petit peu plus au nord, ça va rester près ou légèrement sous le point de congélation. Du côté de l'Abitibi, ça s'ennuage aujourd'hui. La neige commencera ce soir, 10-15 cm avant la transition en verglas. Saguenay, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, variable aujourd'hui, 0,3 degrés, neige débutant cette nuit. 15 à 25 cm, ce sera mêlé de précipitations verglaçantes demain. Vers la Gaspésie, la Côte-Nord, on a du soleil sur la Côte-Nord, des flocons en Gaspésie, mais la perturbation entre vraiment tard cette nuit. 15 à 30 cm pour ces secteurs-là et on parle de neige carrément. Sur le nord de l'Ontario, déjà 10-20 cm possible à Thunder Bay aujourd'hui. Secteur de Sudbury, c'est un mélange. Neige, grésil, verglas, ça changera en pluie au cours de la nuit prochaine. Plus calme sur le sud, des éclaircies à Ottawa, nuages et quelques averses vers Toronto, Windsor. La pluie viendra plus tard ce soir à Ottawa. Vancouver, ça demeure
température variable. Les averses cessent ce matin, une douzaine de degrés. Et dans les prairies, on a de la neige. Edmonton, Calgary, 5 à 10 cm aujourd'hui, un peu plus localement. Près ou légèrement sous le point de congélation, 2 degrés pour Regina, Winnipeg. Encore pas mal de nuages. Les températures vont remonter un petit peu dans l'ouest demain. Mais vous avez compris que ce n'est pas gagné et le long week-end sera perturbé. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée. Olivier, au sport, parlons de la victoire de Montréal, donc qui s'assure d'une place en série de fin de saison. Parce qu'ils ont remporté leur match hier 3-0 contre Vancouver avec une victoire à la régulière. Montréal s'assurait donc d'une place en séries éliminatoires. Et c'est ce qu'ils ont fait avec, entre autres, 2 buts d'Ailis Kamura, 6e jeu blanc aussi pour Anne-Renée Desbiens dans la victoire d'hier. Et puis comme ça, la victoire de Montréal devient la 2e équipe de la LPHF à confirmer sa place en séries éliminatoires. C'était bien entendu un résultat souhaité, même si ça a été un match un peu brouillon tout au long de cette rencontre. Il aura fallu attendre la 3e période pour voir la victoire marquer son premier but. C'est Ailis Kamura qui a marqué sur une passe de Laura Stacey. Laura Stacey a été très bonne encore une fois hier. Ça a été la dynamo de cette équipe. Donc, une qualification pour les séries éliminatoires. Une séquence intéressante aussi, un record d'une séquence de 12 matchs avec au moins un point, avec 10 victoires amassées durant cette séquence. Donc, la victoire qui a son rythme d'aller pour les séries éliminatoires. Reste encore peut-être des tests à faire dans la formation hier. Il y en a eu des tests et ça a semblé sourire, même si, comme je disais, là, ça a été un match assez brouillon là, pour 40 minutes. Pour Anne-Renée Desbiens, ça, c'est la pierre d'assise de cette équipe. C'est elle qui offre ses chances de remporter des matchs tout au long de qui a offert ses chances de remporter les matchs tout au long de la saison. Et hier, elle a parlé justement de ces joueuses qui sont venues en soutien lorsque des joueuses comme Marie-Philippe Poulin, par exemple, sont tombées au combat. Voici Anne-Renée Desbiens. C'est vraiment un travail d'équipe et puis je dirais qu'on a de la contribution de tout le monde, toutes les joueuses qui sont dans l'alignement ou des fois des joueuses qui rentrent et qui sortent, que ce soit en étant physique, en désavantage numérique, en avantage numérique. On a eu des joueuses qui ont saisi des opportunités justement, qui ont peut-être moins eu au début de la saison. Et puis ça démontre vraiment la profondeur que cette équipe-là a, que autant de personnes peuvent jouer, autant de personnes importantes peuvent manquer de notre alignement, mais ont réussi quand même à aller chercher des points. Des points importants. Donc, je le disais, Montréal qui est 2e derrière Boston. Boston a été la première équipe déjà à confirmer sa place. Donc, on suivra, bien entendu, ces derniers matchs de la saison. Il en reste 6. Donc, comme je le disais, pour des tests. Et on surveillera à quel rang se classera la victoire et contre qui jouera la victoire. On saura ça au cours des prochaines semaines, bien entendu. Mais bon résultat hier. C'est un match à la Place Belle. Donc, les partisans de la victoire ont pu savourer. Oui. Leilani Fernandez au tennis est en action à Charleston. Oui, à Charleston, on est dans cette transition sur terre battue qui nous mènera vers le 2e tournoi majeur de la saison à Roland-Garros dans un peu plus d'un mois et demi environ. Hier, elle a vaincu en 2 manches de 6-2, 6-1 Polina Kudermetova de l'Ouzbékistan. Donc, au prochain tour, en fait, c'est aujourd'hui, vers 12h30 environ, elle affrontera Diana Schneider. Fin de parcours, par contre, pour Gabriel Diallo, lui aussi en action. Lui, c'est au tournoi de Bucarest. Il a perdu en 2 manches de 6-2, 6-2. Donc, fin de parcours pour lui. Il affrontait Alex Molcan. Donc, on suivra justement cette transition sur terre battue, toujours un peu compliquée parce qu'on vient de passer d'une surface très rapide où là, ce sera très lent. On devrait se battre pour tous les points. On aura quand même quelques semaines pour préparer tout ça en vue du prochain tournoi majeur. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. À la une des différents quotidiens de ce matin, oui, c'est vraiment En route vers la Lune. C'est le titre d'ailleurs et du Journal de Montréal et de La Presse. Et c'est des photos magnifiques qui sont à la une d'à peu près tous les quotidiens ce matin. Quel lancement spectaculaire, un lancement réussi également, une mission donc qui est en cours pour amener cette équipe d'astronautes autour de la Lune, évidemment, à bord de l'équipage canadien Jeremy Hansen. Donc en une du Journal de Montréal, décollage réussi. Les 4 membres de l'équipage de la mission Artemis 2, qui sera le premier à faire le tour de la Lune en plus de 50 ans, sont arrivés sans encombre autour de la Terre hier soir. Et je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase avant le lancement. Ici, Jeremy, nous y allons pour l'humanité. C'est ce qu'a lancé l'astronaute canadien plutôt, Jeremy Hansen, quelques minutes avant la mise à feu. Donc, vous aurez les détails, les objectifs de la mission, où on en est dans les différents quotidiens de ce matin. Donc, à lire en une, notamment du Journal de Montréal. Dans La Presse, un article
article qui va peut-être vous intéresser aujourd'hui. C'est Marie-Ève Fournier dans la section Affaires qui signe une chronique sur le coût, combien ça coûte élever un enfant. C'est près de 400 000 $ au Québec. Donc, voilà ce que ça peut coûter pour une famille. Ça dépend de bien des choses. Évidemment, la longueur des études. Si les enfants font, par exemple, beaucoup de sport, se rendent loin, il y a toutes sortes d'éléments qui entrent en ligne de compte, mais il y a quand même eu une étude de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke qui publie aujourd'hui donc des estimations de Statistique Canada pour déterminer ce que ça coûte d'élever un enfant. Donc, entre 18 et 22 000 $ par année, ce qui correspond à un coût cumulé d'environ 324 à 396 000 sur une période de 18 ans, avec plusieurs variables. Évidemment, on ne met pas un prix sur les enfants quand on les élève, mais si vous êtes parent, effectivement que ça peut coûter cher. Puis, il y a des données quand même qui sont importantes à avoir pour les gouvernements, ne serait-ce que pour certaines décisions quant au versement d'allocations familiales, etc. Donc, c'est important d'avoir une idée de combien ça peut coûter. Si ça vous intéresse, ça fait l'objet d'une chronique donc de Marie-Ève Fournier dans La Presse, la section Affaires de La Presse de ce matin. En une du Devoir, on revient sur cette course à la coalition Avenir Québec. Drainville à fond de train et sans regret. Entrevue donc du candidat à la chefferie de la CAQ avec Le Devoir. Il a confié qu'il ne voulait pas rater sa chance de devenir premier ministre. Bernard Drainville veut donner tout ce qu'il a pour devenir le prochain premier ministre du Québec, quitte à casser quelques pots dans sa maison politique. Je ne veux pas vivre de regrets, a-t-il dit en table éditoriale au Devoir. Le candidat qui tire de l'arrière dans les intentions de vote pour la succession de François Legault s'est soumis à tout un barrage de questions pendant près d'une heure. Son adversaire, Christine Fréchette, qui est vue comme la favorite, avait d'abord accepté de se prêter à l'exercice du devoir pour finalement se désister. Donc, vous pourrez lire les déclarations de Bernard Drainville qui dit qu'il ne veut pas avoir de regrets de ne pas avoir essayé de devenir le prochain premier ministre du Québec. C'est en une du Devoir de ce matin. En une du Globe and Mail, Stellantis qui envisage d'utiliser une usine ontarienne à l'arrêt pour assembler des véhicules électriques chinois. Ça a été confirmé auprès du Globe and Mail par Unifor qui représente quelques 3000 travailleurs mis à pied à l'usine de Brampton en Ontario. Stellantis qui propose d'assembler des voitures chinoises à partir de pièces importées de Chine. L'investissement, apprend-on dans le Globe and Mail, n'est pas finalisé à ce stade, mais ce serait une première si jamais ça va de l'avant. Brampton, l'usine de Brampton qui est à l'arrêt depuis 2 ans. Stellantis prévoyait construire un Jeep, le Jeep Compass, mais a annoncé le transfert de la production vers les États-Unis en raison des droits de douane. Donc, vous aurez les détails en une du Globe and Mail de ce matin. Et tiens, et en ce temps des sucres, sur le site de Radio-Canada, du sirop d'érable falsifié sur vos tablettes d'épicerie. C'est une enquête de mon collègue Gaëtan Pouliot. C'est un important producteur acéricole de la Montérégie qui vend en épicerie du sirop coupé au sucre de canne, évitant des mécanismes de surveillance de la Fédération des producteurs de sirop. C'est un producteur de Saint-Chrysostome. C'est en Montérégie. Ça a été découvert par l'équipe d'enquête. Lui s'en défend en disant c'est du sirop qui provient de fournisseurs avec qui je fais affaire. C'est un producteur qui est très présent dans plusieurs supermarchés, entre autres au Québec et en Ontario. L'enquête de Gaëtan Pouliot est à lire en une du radiocanada.ca ce matin. Oui, il y a eu ce décollage très suivi hier, évidemment, de cette mission Artemis 2. Et plus tard en soirée, le président américain Donald Trump s'est adressé, a pris la parole, en fait, pour faire le point sur cette guerre au Moyen-Orient. Karine Matteux est avec nous. Bonjour, Karine. Bonjour, Mathieu. Alors, vous allez nous résumer ça. Essentiellement, on a compris que cette guerre-là n'est pas terminée et que d'autres frappes très importantes s'en viennent contre l'Iran. Voilà. L'allocution d'hier s'adressait aux Américains pour tenter de les convaincre que les États-Unis devaient aller en guerre. Et il a répété que la guerre était nécessaire parce que Téhéran ne doit pas posséder d'armes nucléaires, que c'est un régime terroriste, une menace. D'ailleurs, il a respecté son discours, ce qu'il ne fait pas souvent, un discours de moins d'une vingtaine de minutes. Et donc, le président a déclaré que les États-Unis étaient proches de remplir leurs objectifs stratégiques en Iran, mais la guerre n'est pas finie. Écoutons cet extrait. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
Alors, nous allons les frapper extrêmement durement, dit-il, au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre auquel ils appartiennent. Et il a ajouté, le président, que s'il n'y a pas d'entente avec Téhéran, il va aussi frapper des cibles énergétiques. Voici un autre extrait. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. Alors voilà, si les discussions en cours avec les dirigeants iraniens ne sont pas concluantes, nous frapperons chacune de leurs centrales électriques très durement et probablement simultanément. Il a aussi été question du détroit d'Ormuz. Oui, Donald Trump a répété en disant que c'est pas le problème des États-Unis si le détroit est fermé et que les navires ne peuvent pas y passer. Si vous voulez du pétrole, a-t-il dit aux autres pays, bien prenez le pétrole américain, sinon arrangez-vous, allez le chercher vous-même. Réaction à cette allocution de Donald Trump? Oui, après l'allocution, hier, le fondateur de la chaire de Raoul d'Endurant, Charles-Philippe David, est invité à réagir. Je vous laisse entendre sa réaction. La principale nouvelle ce soir et la surprise, je pense, de tout le monde, c'est de constater que c'est un président qui continue de vouloir aller en guerre pour au moins 2 semaines, peut-être 3 semaines, continuer d'attaquer l'Iran. Pourquoi? Pour essayer d'obtenir ces conditions dont on ignore exactement le contenu. Et est-ce que ça va rassurer le public américain? Moi, je ne le crois pas. Je pense que c'est une communication ce soir qui a échoué. Il avait le loisir d'expliquer, il ne l'a pas fait. Les Américains ne seront pas rassurés. Le prix de la pompe à essence ne va pas du tout diminuer, au contraire, va augmenter encore, donc pour au moins 2-3 semaines. Je voyais du 2 $ le litre ce matin en m'en venant à Montréal pour le prix du gaz, de l'essence. Exactement. Les marchés financiers ont été déçus par l'allocution de Donald Trump. Les bourses ont basculé dans le rouge. Le prix du pétrole a monté. Le baril du Brent de pétrole était ce matin autour de 107 $. Donc, Donald Trump, lui, a dit hier que la hausse du prix de l'essence, c'est qu'un phénomène à court terme, mais il ne s'est pas attardé sur le sujet. Et maintenant, bien le danger, c'est une escalade du conflit. Voici le professeur de sciences politiques de l'UQAM, Justin Massy. Dans la mesure où si l'Iran ne cède pas à ces conditions, les points qu'il a demandés dans les négociations via le Pakistan, il menace de frapper les centres électriques de l'Iran, ses puits, ses raffineries, ses leviers économiques, si vous voulez. Et en conséquence, qu'est-ce que l'Iran a dit? Elle était pour répliquer en frappant aussi les raffineries dans la région, les centrales électriques également, les usines de désalinisation également. Et donc, ça pourrait devenir une guerre qui touche énormément les civils. Et justement, ce matin, Mathieu, les attaques de part et d'autre se sont poursuivies. Oui, et pas de répit, effectivement, à la pompe pour les automobilistes. Merci beaucoup, Karine. Je vous en Bonne prie. journée. C'est une nouvelle qui est tombée hier matin, décès de Louis Saya, donc qui aurait été très influent dans le milieu du cinéma, du théâtre également. Beaucoup d'hommages, Julie Jasmine, qui toute la journée se sont multipliés. Oui, une pluie d'hommages, puis je dirais pratiquement de tous les milieux politiques, milieux artistiques, autant les gens devant que derrière la caméra ou la scène, évidemment. Roi de la comédie, on l'a bien dit. Alors, 75 ans des suites d'une brève maladie, on a annoncé son décès. Et j'ai jasé hier avec Pierre Huet, qui est parolier, qui est aussi auteur dans le milieu de l'humour, qu'il connaissait depuis la fin des années 60. Il me disait que c'était un gars qui est extrêmement inventif, Louis Saya, et il voulait le sortir de l'ombre. Et là, je lui ai posé la question, comment on pourrait immortaliser son legs? Quelle serait la meilleure façon de le faire pour avoir cette empreinte à tout jamais? On va écouter Pierre Huet. C'est une très jolie idée que quelque part, en mettant les connaissances de théâtre au conservatoire, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui nous rappelle, je sais pas quoi, mes pieds, que Louis Saya est passé parmi nous. Alors, il y a Martin Héroux, aussi comédien, qui a été dirigé par Louis Saya sur la pièce Symphorien, qui me disait, il allait un peu dans le même sens. Il disait peut-être les écoles de théâtre, justement, l'option théâtre Lionel Groux, par laquelle Louis Saya est passé, devrait créer un prix en comédie. Parce que la comédie, Mathieu, c'est extrêmement complexe à faire, à réaliser. C'est un chemin qui est difficile. Ça prend ce feu véritable et surtout ce respect du public. Et ça, Louis Saya l'avait, me disait Martin Héroux. Et j'ai jasé aussi avec Stéphane Laporte, auteur-concepteur. Lui, il me disait, ça prend un prix pour la relève, absolument. Une bourse probablement, parce qu'il disait les auteurs ou les acteurs, les tout jeunes poussent en fait ceux qui font les toutes premières créations, parce que Louis Saya avait vraiment ce souci de mettre à l'avant, de mettre en valeur ses nouvelles carrières, de faire découvrir de nouveaux talents. Alors vraiment des idées qui concordent avec qui était Louis Saya. Un homme de l'ombre, mais dont on connaît tellement l'œuvre et il nous a fait rire tout un chacun. Parlons maintenant d'un docu-réalité, L'effet Lara. Donc on comprend qu'on est avec la chanteuse Lara Fabian, qui accueille des participants chez elle en Italie, des personnalités. C'est diffusé sur TVA prochainement. Oui, et c'est l'émission printanière dont nous avions besoin.
Oh là là! Bienvenue, venez-vous-en par ici. Ça fait 10 ans que je rêve d'avoir mon école de chant. Et c'est chez moi, enfin, en Italie, que ça va se concrétiser. Es-tu nerveux? Ouais, ça vient de rentrer, là. Ça vient de kicker in, là, tu sais. Sacramaille. Donc, il y a des gens qui chantent déjà, qui sont là, Exact. mais d'autres, en tout cas, qu'on n'associe pas au chant, ouais. Ou plus des interprètes. Ouais. Tu sais, je pense à Christian Bégin qui dit sacramaille. Il devient nerveux, on sent la pression monter. Alors voilà, il y a Ève Côté, Mélissa Bédard, Alex Nevsky, Nathalie Simard dans un décor absolument Voilà, renversant. en Sicile. Juste pour vous dire, là, le volcan Etna, on le voit depuis la cour de Lara Fabian, OK? Donc, puis on les sent au début très vulnérables et chacun a sa quête, mais surtout se perfectionner vocalement. Et Lara est hyper accueillante. Elle cuisine pour eux. Elle est compétente, toujours précise et juste. Et je dirais aussi, jamais sans complaisance. Alors, il y a ce prof aussi de chant, qui est le prof de chant de Lara Fabian, qui s'appelle Maestro Fabio Lazzara, qui est subjugant. Il va dire à Alex Nevsky: tu chantes comme ça parce que tu as une blessure au pied. Alors, c'est tout dans l'aspect physique de la chose, comment finalement la technique va évoluer selon votre posture ou ce que vous avez vécu. Alors, c'est vraiment bon pour l'expérience humaine, l'expérience artistique aussi, puis je dirais l'expérience italienne. L'effet Lara, donc. Oui, 12 avril sur TVA. Lady Gaga donne son premier spectacle ce soir, premier concert de 3. Oui, exactement. Alors, les billets, il y a des fluctuations. Hier, ça coûtait 350. Aujourd'hui, peut-être autour de 480. Son dernier passage remonte à 2017. Alors voilà, scénographie renversante, c'est ce qui vous attend si vous y allez. Ben, bon spectacle si vous y allez. Merci, Julie Jasmine. Et abracadabra, Marie-Michel Berdua est en studio avec nous. Lien douteux ici, je m'en excuse. Salut Marie-Michel. Apparition surprise. Parlons du ministre fédéral des Finances, oui, François-Philippe Champagne, qui a commencé sa mission en Chine. Voilà, qui rencontre notamment des dirigeants de haut niveau du secteur financier. Cette visite arrive au moment où le Canada cherche à consolider ses alliances outre-mer. Donc, visite qui s'effectue aussi dans la foulée du voyage de Mark Carney en Chine en janvier. Notre envoyé spécial Hugo Lavallée suit ce déplacement. Il va rendre compte d'ailleurs de cette première journée de mission du ministre Champagne, notamment dans nos radiojournaux. Sinon, il y a une filiale de la firme de sécurité canadienne Garda World qui vient de décrocher un nouveau contrat massif avec le gouvernement américain. La filiale basée en Virginie en fait obtenu en mars une entente qui équivaut à 436 millions de dollars canadiens avec le département de la sécurité intérieure pour rénover, pour opérer aussi un nouveau centre de détention de migrants en Arizona. Reportage là-dessus de notre collègue Romain Chuy. Et puis, on va suivre à Québec à l'Assemblée nationale. Dernière période de questions pour François Legault comme premier ministre. Et il y aura un hommage aussi prévu là, tout de suite après cette dernière période de questions. Le premier ministre qui doit prendre la parole, les chefs des partis d'opposition également. Et puis, prochainement, le prochain chef de la Coalition Avenir Québec, on le saura qui ce sera le 12 avril. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Je serai absent demain. C'est Marie-Michel, justement, qui sera là vendredi. Lundi, je remplace mon collègue Alec Castonguay à Midi Info. Donc, Marie-Michel sera là aussi. Bref, on va se reparler à ce micro mardi. Bonne journée.